pose les piliers aux endroits où ils fourniront le meilleur appui. Les structures internes de l'os sont aussi placées aux endroits qui doivent subir les plus grandes contraintes. Ainsi, les os doivent une grande partie de leur solidité à la façon dont ils sont construits. Leur composition chimique constitue un autre facteur. Voyons ce qui se produit quand on laisse tremper un os dans une solution acide peu concentrée pendant quelques jours. L'acide dissout certaines composantes de la matière osseuse, la transformant en un matériau élastique et résistant. Ce matériau est constitué essentiellement de fibres protéiques qui représentent environ le tiers du poids des os. Nous allons maintenant chauffer un os à 600 degrés Celsius pendant quelques heures. La chaleur détruit la fibre protéique, l'os se transformant en un matériau dur, mais friable. C'est ce matériel, riche en calcium et en phosphore, qui donne à l'os sa dureté. Donc, nous voyons que, exception faite de l'eau, l'os est constitué de deux principales composantes. Prises séparément, chacune de ces composantes présente des faiblesses, mais en étant réunies, elles forment un matériau d'une solidité et d'une résistance telle que certains de nos os peuvent supporter des charges supérieures à 900 kg. Le mot squelette vient d'un mot grec qui veut dire sec. Nous savons maintenant que les os sont des organes complexes et vivants. S'ils ne l'étaient pas, comment notre corps pourrait-il grandir? Ces radiographies nous font voir la croissance des os de la main. Nous voyons ici la main d'un bébé, puis celle d'un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 13 ans, et enfin celle d'un jeune adulte. Pour nous aider à mieux comprendre comment se forment les os, voyons ensemble le processus de croissance des os longs. La croissance des os obéit à un processus ordonné qui se produit dans une zone limitée à proximité de l'extrémité des os longs. Cette zone constitue la plaque épiphysaire, au centre de laquelle se trouve un disque cartilagineux. La croissance est le produit de la division des cellules cartilagineuses. À mesure qu'elles se multiplient, les cellules se disposent en colonnettes. Cette zone de croissance est le seul endroit où l'on peut dire que les os allongent. Pendant que les jeunes cellules cartilagineuses continuent à se multiplier, les cellules plus âgées s'entourent de minéraux et le cartilage commence à durcir. Éventuellement, les cellules cartilagineuses rétrécissent, créant ainsi des espaces. À mesure que le processus de formation de l'os se poursuit, les espaces deviennent plus grands et l'on voit bientôt apparaître des vaisseaux sanguins. L'irrigation sanguine apporte des cellules de formation des os. Ce sont des cellules spécialisées qui transforment graduellement le cartilage minéralisé en véritable matériau osseux. Cette transformation graduelle se fait sur toute la surface de la plaque épiphysaire. On voit apparaître aux deux extrémités des os longs de nombreux petits espaces alvéolaires remplis de moelle. Un processus identique de croissance de base se poursuit dans le corps des os longs, mais ici, le matériau osseux est dur et compact. Les cellules osseuses élaborent des amas ordonnés d'unités plus ou moins cylindriques que l'on désigne sous le nom de système de Havers. Ces systèmes sont traversés par un conduit, le canal de Havers, où loge habituellement un vaisseau sanguin et parfois un nerf. Nous voyons ici, à l'aide de microscopes, une coupe transversale de l'os compact. Voici quelques systèmes haversiens. Le canal haversien court au centre de chaque système, qui est constitué de milliers de cellules osseuses que l'on aperçoit ici sous la forme de points noirs. Les cellules osseuses demeurent actives pendant toute la vie. Parce que l'os est un tissu vivant, il peut répondre aux besoins du corps comme cela se produit lors d'une fracture. Ces radiographies furent prises peu après l'accident au cours duquel les deux os de la jambe ont subi une fracture. Nous voyons ici les mêmes os 6 semaines plus tard, puis ici 12 semaines après l'accident. L'activité des cellules osseuses ne se limite pas à la réparation des fractures. Elles travaillent sans cesse au maintien du squelette, certaines cellules créant le tissu osseux neuf, d'autres éliminant les tissus périmés.
Ce travail d'entretien du squelette se poursuit pendant toute la vie. Pour bien s'acquitter de sa tâche, l'organisme a besoin de notre collaboration. Nous pouvons l'aider en nous assurant d'une alimentation bien équilibrée. Les aliments riches en calcium, en phosphore et en vitamine D sont d'une importance particulière pour les os quand nous sommes jeunes et en pleine croissance. Le lait et les autres produits laitiers sont une source particulièrement riche de ces nutriments. Les minéraux essentiels tels que le calcium et le phosphore sont emmagasinés dans les os. Ils sont libérés dans le sang au gré des besoins de l'organisme. Rien ne vaut l'exercice physique si l'on veut développer un squelette fort et sain. Cela est particulièrement vrai quand nous sommes jeunes. L'exercice physique contribue à former des os forts et bien droits. Plus nous faisons d'exercice, plus forts deviennent nos os. Si vous participez à des sports de contact, vous devez vous assurer de porter les pièces d'équipement protecteur appropriées. Une fois rendu à l'âge adulte, l'exercice régulier contribue à maintenir la solidité des os. Quand il manque d'exercice, les os perdent de leur substance. Ils deviennent plus légers et plus faibles. Par conséquent, vous pouvez contribuer à la santé de votre squelette et de votre corps en faisant régulièrement de l'exercice et en vous assurant d'une alimentation équilibrée. Cela durant toute votre vie.